parler de la Lombardie. Si tu ne l'as pas suivi, il y a quelques vlogs qui sont sortis dans les 100 mètres précédentes, notamment un sur le lac de Côme et un sur Milan et Bergame. Si ça t'intéresse, je les mettrai en barre d'infos. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le guide voyage concernant la Lombardie, ou tout du moins ses destinations en particulier. Tout ce qu'il faut savoir sur budget, transport, itinéraire, activités à faire, les choses auxquelles il faut faire attention, etc. etc. Bref, vous connaissez le refrain, c'est parti. Si vous voulez faire la région des lacs, vous pouvez techniquement faire ça toute l'année. Ça reste cependant plus agréable dans des mois qui sont un petit peu plus chauds, donc fin du printemps, été, début de l'automne. Par contre, la région des lacs est une région qui est extrêmement populaire, et quand je dis extrêmement, je pèse mes mots. Si vous voulez éviter de vous retrouver assailli par une horde de touristes enragés, et je ne rigole même pas, évitez les mois de juillet, août, et je dirais même fin juin, début septembre, parce que honnêtement on y allait mi-septembre et il y avait encore un monde mais genre affolant. On a rencontré quelqu'un sur place qui nous a dit ah mais vous savez, genre moi je suis déjà venue ici en juillet-août et c'était encore pire qu'aujourd'hui, et je n'ose même pas imaginer comment ça peut être pire que mi-septembre, parce que vraiment il y avait des endroits où on ne savait même pas se déplacer, c'est-à-dire que les gens faisaient la file pour avancer dans la rue. Pas ouf comme voyage, donc du coup t'as intérêt soit à te lever tôt, soit à faire ça hors saison. Après je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas forcément partir hors saison, mais donc du coup si vous êtes obligé de partir en saison, alors privilégiez des itinéraires où vous vous levez très tôt et où vous restez peut-être un petit peu plus tard en fin de journée, parce que honnêtement les moments qui sont les plus bondés par mon expérience sur place, c'était entre 10h30 et 17h. Après 17h, les villes commencent à se vider, et avant 10h30, c'est encore assez calme. Concernant Milan et Bergame, alors techniquement c'est des villes que vous pouvez faire toute l'année, en plus elles sont facilement accessibles par les aéroports qui sont dans le coin. Ce sont des villes qui sont très touristiques, donc forcément j'ai envie de dire, peu importe le moment de l'année où vous allez y aller, il y a quand même beaucoup plus de chances que vous y croisez des touristes. Cela dit, en hiver, c'est le moment où c'est le plus calme. Bergame, c'est pas une ville que je trouve extrêmement représentée au niveau du tourisme en Italie par rapport à d'autres villes que j'ai pu faire telles que Sienne, Florence et tout ce qui s'ensuit, donc je pense de toute façon que vous aurez toujours beaucoup moins de touristes à Bergame qu'à Milan. Faites attention à la Fashion Week. Si vous allez à Milan, par contre, n'allez pas à Milan pendant la Fashion Week. Les prix sont exorbitants. Il y a un monde incroyable. Il y aura plein d'endroits en fait auxquels vous ne pourrez pas accéder, et ce serait quand même un petit peu dommage de passer à côté. Alors après, si vous êtes fan de mode et que vous voulez absolument voir la Fashion Week, why not? La Fashion Week elle a lieu quand? Fin septembre, il me semble, chaque année. Donc voilà, mais vérifiez toujours à l'avance. Très bonne question, c'est toujours un petit peu difficile d'y répondre parce que quand je vais dire une durée en particulier, il y a toujours quelqu'un qui viendra me faire en commentaire. Mais c'est faux, on pourrait y rester 3 mois si on voulait. Oui mais Christine, on n'a pas tous 3 mois de congé à dépenser pour une seule destination sur l'année, donc malheureusement il faut faire un choix. Et honnêtement, si ici vous devez aller dans la région des lacs, donc tout ce qui est région de lac de Côme, etc., je vous conseille, rien que pour la région des lacs, de passer au moins une semaine sur place. Ça vous permettra de faire les différentes petites villes qui sont assez sympathiques à voir, de faire également plusieurs lacs, non pas uniquement le lac de Côme, mais aussi potentiellement le lac d'Iseo, le lac Majeur, le lac de Garde, qui valent aussi le détour. Mais si vous voulez vraiment faire tout ce qu'il y a à voir dans cette région à un rythme pas trop soutenu, et encore une fois je ne parle que de la région des lacs, vous pouvez facilement y passer 2 semaines sans aucun problème. Donc ça va vraiment totalement dépendre de vous, de votre itinéraire, mais également de votre budget, parce que l'air de rien ça reste quand même une destination qui n'est pas forcément très donnée au niveau des prix, surtout en haute saison. Les gens qui me diront est-ce que tu penses que c'est possible de faire Milan et le lac de Côme en un week-end? Alors oui, bien évidemment, tout est possible. Tu peux faire une journée à Milan et ensuite le lendemain aller au lac de Côme et vite revenir, mais je trouverais ça un petit peu dommage, et puis en plus, de par mon expérience, Côme, c'est même pas la ville la plus sympa à faire. Mais on en parlera après. Pour faire Bergame, ça se fait en une bonne journée, tu pourrais même y passer 2 jours sans trop de soucis. Encore une fois, ça dépend des activités que tu souhaites faire. Si tu veux pas faire d'activités payantes ou que t'aimes pas trop visiter 1000 et une églises, bon, est-ce que ça vaut la peine de rester 2 jours à Bergame? Ça, c'est ton choix, mais en tout cas, une journée, ça se fait facilement. Et concernant Milan, encore une fois, ça va dépendre des activités payantes que tu veux faire. Nous, on l'a fait en 24 heures parce que de toute façon, avec le chien, on peut pas faire de musée. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc en 24 heures, ça nous a permis en fait de faire toute la ville de Milan, tous les différents quartiers, c'était vachement sympa. Et si toi aussi tu comptes pas faire d'activités payantes ou que tu as un petit budget, sache qu'une journée pour Milan, ça se fait tout à fait. Après, honnêtement, j'aurais voulu y passer un petit peu plus de temps, notamment pour faire des activités payantes, les musées, visiter le Duomo et tout ce qui s'ensuit. Encore
Encore une fois, pas possible avec le chien, mais on prévoit d'y retourner en train cette fois. Parce que oui, depuis chez moi, je peux aller à Milan en train. C'est improbable, mais ça existe. Mais enfin bref, on compte de toute façon y retourner cette fois-ci sans le chien pour faire justement ces activités. Et selon moi, en fonction de ce que tu veux faire, tu peux facilement y passer de 2 à 4 jours. Il y a également par exemple les thermes à Milan qui sont vachement sympas et c'est bien d'y passer au moins une demi-journée. Donc pas forcément de fil en aiguille, plus tu fais d'activités, plus tu peux rester du temps sur place. Même si j'ai encore des gens qui vont me dire mais non, tu peux y rester toute une semaine. On a compris. On a compris. On n'a pas tous 1001 jours de congé. Je sais que ça part d'une bonne attention, mais faut relativiser aussi. Hein. Quelqu'un qui m'a dit t'es parti en Polynésie seulement 3 semaines, t'aurais dû y rester 2 mois. Bah oui, j'aurais bien voulu. Tu sais, si ça ne tenait qu'à moi, j'y serais encore. Mais c'est pas possible. Alors honnêtement, le système de train est, je trouve, assez bien fait. À la base, on avait regardé pour tout faire en train, puis on s'est rendu compte que ça allait être un petit peu plus compliqué parce qu'on voulait faire des endroits qui étaient un petit peu excentrés, notamment le lac d'Iseo. Donc on a décidé de partir en voiture, surtout parce qu'en plus notre logement était de toute façon pas du tout accessible en transport en commun, étant donné qu'on logeait dans les alentours du lac de Côme, mais un petit peu à la campagne. Donc voiture obligatoire. Cela dit, la voiture n'est pas un indispensable pour visiter cette région. Si vous arrivez à Milan en avion, vous pouvez totalement prendre le train de Milan jusqu'à Bergame, et puis de Bergame encore de Milan jusqu'au lac de Côme, et une fois sur le lac de Côme, vous avez 1001 bus, vous avez des trains, vous avez des bateaux qui vous emmènent en fait dans les différents points d'intérêt. Tout est disponible en ligne et vous pouvez réserver tous vos billets à l'avance, notamment sur la compagnie ferroviaire de Trenitalia, directement en ligne. Vous pouvez comparer les prix et les dates ou les horaires avec des applications telles que Omio ou encore Rome to Rio. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de stress à se faire. Concernant le lac de Côme et ses alentours, il faut savoir aussi qu'il existe des passes bateaux à la semaine, à la journée, pour pouvoir tout simplement un petit peu gagner sur les trajets. S'il vous plaît, ne vous ruez pas sur ce passe-bateau en étant persuadé que grâce à ça vous allez gagner de l'argent. Ça c'est la première erreur que je vois que tout le monde fait. Non, il faut quand même vérifier à l'avance le nombre de trajets que vous comptez faire sur la journée ou sur la semaine pour voir si ça vaut le coup, financièrement parlant. Alors oui, c'est chiant, il faut faire des calculs, il faut vérifier, il faut... Oui, mais bon, alors soit l'argent n'est pas un problème pour vous et je suis très heureuse pour vous, allez-y. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un petit budget, vérifiez quand même à l'avance, c'est mieux. Mais ça existe, donc je le dis, c'est quand même préférable pour certains. Alors si t'as pas suivi mon itinéraire entier, je te le mets ici à l'écran parce que c'est plus simple que de citer bêtement toutes les villes que j'ai faites. Bien évidemment, il y a d'autres villes à visiter dans le coin, attention, c'est celle que moi j'ai privilégiée, mais vous faites à votre mode, hein, en vrai. Donc comme d'habitude, je vous mets une deuxième petite liste à l'écran de toutes les choses qu'il faut, selon moi, voir dans la région du lac de Côme et la région des lacs en général. Ça va bien évidemment dépendre de votre temps sur place et de votre budget, mais sachez qu'il y a quand même énormément de choses à voir. Comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment prendre le temps de visiter cette région, vous pouvez passer 2 semaines, voire même 3 semaines là-bas sans aucun problème. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer pour les gens qui seraient comme mon mari, pas très bon public. Le lac de Côme, c'est une région, vous allez passer de ville en ville et soyons réalistes, les petits villages sont plus ou moins similaires. Vous allez tomber sur des villages côtiers, des anciens villages de pêcheurs avec des maisons très colorées, toutes organisées en escaliers en fait les unes au-dessus des autres. Comme dirait mon homme, oui enfin t'en as fait 2, t'en as fait 6 quoi. Voilà. Alors moi personnellement j'ai vraiment kiffé chacune des villes que j'ai visitées, quand bien même j'ai quelques préférences pour certaines. Mais pour les gens qui sont du genre oui enfin tout se ressemble, peut-être prévoyez un peu moins de temps, ça dépend. Voilà, moi je suis bon public, mon homme est mauvais public. Choisissez votre camp. Le lac d'Iseo, pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur et Monte Isola également. Je trouve que c'est beaucoup moins touristique déjà, donc c'est beaucoup plus sympa parce que tu te sens un petit peu plus, je sais pas, dans un endroit authentique pour ainsi dire. J'aurais vraiment voulu faire le lac de Garde et le lac Majeur. Malheureusement, c'était pas forcément possible au niveau temps et trajet, mais c'est aussi des régions qui sont très chouettes à visiter. Je vous invite notamment à regarder les vidéos de Sixtine à ce sujet parce que elle est allée dans la région du lac de Garde. Comme ça, en plus, vous avez des sources supplémentaires, ça c'est super. Outre les villages, les lacs, il faut savoir aussi que cette région d'Italie est une région viticole ou vinicole, je ne sais plus. Enfin bref, on y fait du vin. Bref, en tout cas, c'est une région où on fait du très très bon vin et vous pouvez notamment visiter les vignobles. Selon moi, si vous êtes un grand amateur de vin, ça vaut le coup, surtout qu'en plus, lors des visites, vous pouvez voir un petit peu le processus de fabrication du vin, de récolte, et moi personnellement, je trouve toujours ça très chouette de pouvoir combiner en fait dégustation, parce que surtout pour tester le vin, mais également un petit peu histoire de la région, histoire du vin. J'ai fait ça en Allemagne et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc franchement si je pouvais le refaire en Italie, je l'aurais fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Tout
simplement parce qu'on n'a pas eu le temps, étant donné que c'était sur réservation obligatoire et que la majorité d'entre eux, étant donné qu'on était passé en horaire de hors saison, n'ouvraient que quelques jours sur la semaine et en plus des demi-journées. Donc de fil en aiguille, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était mon erreur et j'aurais dû vérifier à l'avance, mais je suis partie là-bas à l'arrache, hein, je vous le dis. Concernant les villas sur le lac de Caume, parce que bien évidemment quand on va au lac de Caume, on va surtout voir les différentes villas, il faut absolument réserver ton créneau horaire à l'avance. C'est pas une blague. Ou alors arriver dès l'ouverture, parce que surtout en saison haute, les gens font la file parfois pendant des heures juste pour visiter les jardins. Et la visite des jardins dure 30 minutes. Donc soit tu réserves ton billet à l'avance et comme ça tu peux passer la file, soit tu dois faire la file et ça c'est un petit peu bête. Concernant la villa de Balbianello, de toute façon si tu souhaites faire l'intérieur de la villa, tu es obligé de prendre un ticket et ce plusieurs jours à l'avance parce que c'est la villa la plus populaire et c'est celle que tout le monde a envie de visiter. Autre activité que nous avons faite au lac de Caume et sur lequel j'aimerais encore faire un aparté, ça va être le fait de prendre le bateau. Pour moi, découvrir le lac de Caume par bateau, c'est un petit peu un indispensable. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir un petit peu une vue différente depuis le lac que quand vous êtes dans la ville à proprement parler. Il faut savoir aussi que les rives du lac de Caume sont assez éloignées les unes des autres, ce qui fait que vous n'avez pas forcément un très beau visuel sur le village qui est en face. Donc du coup le fait de prendre le bateau, ça va vous permettre d'avoir une vue un petit peu plus sympa. Pour prendre le bateau, il y a plusieurs options. Soit vous prenez le bateau qui en fait relie les différentes villes les unes aux autres. C'est des bateaux qui coûtent pas très cher, il me semble que l'aller-retour est dans les 2 à 5 € en fonction du trajet que vous souhaitez faire. Et ça vous permet, l'air de rien, de pouvoir avoir un petit peu cette vision sur la côte, qui est quand même vachement sympa. Autre manière de pouvoir prendre le bateau sur le lac de Caume, ça va être de louer un bateau avec chauffeur. Tu sais, ces super bateaux un peu à la James Bond, avec le cuir, le bois, très chic. Le seul problème, c'est que ça coûte aussi très cher. J'avais regardé pour 3 heures de bateau, on est aux alentours de 800 € avec un chauffeur, donc ces bateaux en particulier. Et je dois avouer que c'est pas forcément un budget que j'avais et je pense pas forcément que c'est un budget que beaucoup de gens ont pour pouvoir avoir ce genre d'activité. Bon, bien évidemment, c'est divisable par rapport au nombre de personnes qui participent à l'activité, donc plus vous êtes de fous, moins vous payez cher. Donc du coup, vu qu'on voulait absolument faire un tour en bateau, mais qu'on n'avait pas les moyens pour le bateau en bois, on s'est dit c'est pas grave, on va chercher un bateau sans permis. Et ça a été, je pense, la meilleure décision qu'on ait prise sur ce voyage. On est passé par une agence de location sur Varenna et je n'ai absolument rien à redire. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas sponsorisé. Le service était top, le prix défiait toute concurrence par rapport aux autres endroits qu'on avait pu regarder. Bon, après, défier toute concurrence, attention, hein, ça nous a quand même coûté 360 € pour 5 heures, donc ça reste quand même un budget. Mais disons que divisé par 2 et compte tenu du fait qu'on restait plus de temps sur le bateau que la première option en dépensant presque 2 fois moins cher, ça nous a suffi pour nous convaincre. Le bateau était neuf, il était très beau, facile d'utilisation, ils nous ont fait tout un check-up de sécurité, ils nous ont fourni aussi une carte pour pouvoir savoir quel est le tour qu'il fallait faire. Concernant le temps à passer sur le lac de Caume en bateau, ça va totalement dépendre de votre itinéraire, bien évidemment. Ça va dépendre de si vous souhaitez arrêter le bateau quelque part pour pouvoir faire un petit peu une brasse dans le lac, parce que oui, c'est possible. Ça dépend des villages que vous voulez voir, mais pour faire le tour que nous, personnellement, on a fait, donc de Varenna jusqu'à la cascade de Nesso et la villa de George Clooney, qui n'est bientôt plus à George Clooney parce qu'il l'a mis à vendre, et remonter ensuite jusqu'à Varenna, ça nous a mis un petit 4 heures, et puis après le reste, on a passé 1 heure à manger plein de crasses en mode petit apéritif sur le bateau. C'était très sympa et honnêtement je ne regrette absolument pas. Pour moi 3 à 4 heures c'est un peu le minimum à prévoir sur le lac si vous voulez faire ça un petit peu chill et aller jusqu'à la cascade de Nesso. Mais bien évidemment en fonction de votre budget vous pouvez tout à fait faire moins. Ça va dépendre de chacun, mais quitte à faire l'activité autant prévoir un petit peu plus de temps selon moi. Et je trouve honnêtement que 360 € avec essence et assurance pour 5 heures de bateau sur le lac de Caume, c'était un bon prix honnêtement. Et si malheureusement tu peux pas faire de tour en bateau de cette manière, sache qu'il y a quand même les navettes qui te permettent d'avoir un petit peu cette vue sur la côte. Les trajets vont assez rapidement et tu peux te mettre à l'avant du bateau pour pouvoir tout simplement avoir une vue sur le lac. Donc c'est toujours mieux que rien. Concernant maintenant la ville de Milan, vous avez pas mal d'activités à faire. Je vous invite bien évidemment à visiter son Duomo et ses terrasses. Pour l'instant c'est un petit peu en travaux donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a toute une partie que vous pouvez pas forcément voir, mais bon, peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo les travaux sont finis. Pour pouvoir accéder à la cathédrale il faut savoir que c'est payant et pour les terrasses bien évidemment ça l'est également. Prévoyez notamment vos tickets à l'avance parce que dans des hautes saisons ça arrive parfois que les tickets sont vendus sur les jours à venir, donc du coup vous pouvez potentiellement rater une visite et c'est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à vérifier ça sur les sites officiels. Pour accéder aux terrasses vous pouvez y accéder soit par les escaliers soit par l'ascenseur. L'ascenseur bien évidemment c'est la version qui coûte la plus chère, c'est une 20aine d'euros. Je mets pas les prix exacts dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que chaque année
année ça change, et que sur chaque vidéo que je fais, il y a des gens qui viennent me dire 2 ans plus tard, oui mais les prix ont changé. Je suis totalement d'accord, les prix ont changé, mais c'est pas moi qui fais les prix. Et c'est vrai que une vidéo qui date de 2 ans est plus forcément toujours à jour au niveau des prix pour chaque activité. Donc je vous donne une fourchette, normalement ça devrait rester la même fourchette. Mais je pense que ce qui est surtout le plus important à Milan à faire, c'est tout ce qui est pinacothèque et musée. Vous avez le musée de Leonardo da Vinci que moi personnellement j'aurais bien voulu faire. Par contre, il paraît selon les commentaires que j'ai lus sur internet qu'il y a beaucoup de choses qui sont marquées soit en italien soit en anglais, et que donc du coup pour les gens qui ne parleraient ni italien ni anglais, c'est un petit peu moins sympathique à visiter. Vous êtes informés. La pinacothèque par contre, c'est là où il y a toutes les œuvres d'art et tout ce qui s'ensuit, donc ça c'est très intéressant. Fun fact, c'est notamment à Milan que se trouve le grand tableau de la Seine avec Jésus-Christ, enfin je sais pas si ça s'appelle la Seine, je suis nulle en christianisme, en catholicisme et tout ce que vous voulez. Je ne connais rien à l'histoire, mais je sais qu'il y a un tableau dans lequel Jésus est assis au milieu à une table et avec tout le monde. Des apôtres probablement, je ne sais pas, je suis une honte. Bref, je pense que vous voyez tous la scène en question. Il faut savoir que vous pouvez la voir en live à Milan. Par contre, les billets, encore une fois, ne sont pas toujours disponibles, donc n'hésitez pas à les réserver à l'avance. Il y a aussi pas mal d'églises à visiter à Milan qui sont très sympas. Je vous mettrai encore une fois une liste des choses à faire à Milan. À l'écran, vous n'avez plus qu'à screen et comme ça vous l'avez avec vous. À Milan, vous avez également les thermes de Milan qui sont très sympas. Alors certains seront peut-être un petit peu effrayés par les prix, mais ne vous en faites pas, il y a toujours moyen de trouver une solution, et notamment les tarifs de nuit. Il faut savoir qu'en après-journée, en pleine semaine, vous pouvez avoir des billets réduits pour les thermes. Vous y restez moins longtemps, mais si vous avez un budget un petit peu plus restreint et que vous souhaitez quand même faire les thermes, je trouve que ça reste une chouette opportunité. Je vous invite aussi à visiter le quartier de Navigli. C'est un quartier rempli de petits canaux où l'ambiance est particulièrement agréable le soir. Enfin particulièrement agréable, ça dépend si vous aimez le monde et le bruit, mais disons que c'est très... voilà, il y a une bonne ambiance, c'est très animé, tout le monde est là en train de manger ses antipastilles, en train de boire son petit apéritivo, et je trouve que l'ambiance était vraiment très chouette, et le lieu aussi était chouette. Donc n'hésitez pas en soirée à faire Navigli. Moi c'était, je trouve, un super coin. Concernant Milan, je tiens également à faire une petite parenthèse pour le prix des activités et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, je ne donnerai pas les prix exacts parce que ça change chaque année, parfois même ça change en fonction des saisons. Par contre, je sais qu'il existe une carte qui vous permet, entre guillemets, d'avoir des réductions sur toutes les activités de Milan. Comme je le dis dans chaque vidéo et je le répète encore une fois, ces cartes peuvent être intéressantes uniquement si vous souhaitez faire plusieurs activités payantes et que ces activités mises bout à bout valent plus que la carte en question. Voilà. Pour plus d'informations sur cette carte, je vous mets le site internet en barre d'infos. Ensuite, ce sera tout simplement à vous à vérifier les activités qui sont comprises dans cette carte et que vous souhaitez faire, leur prix et voir si la carte est vraiment intéressante. Ce n'est pas toujours le cas. Concernant Bergamo, cette fois-ci, si tu as suivi le vlog, tu sais que la ville est divisée en 2 parties, la ville haute et la ville basse, ou la vieille ville et la nouvelle ville. La nouvelle ville est surtout composée de quartiers un petit peu plus résidentiels. Il y a pas mal de restaurants et de boutiques, c'est vrai, mais disons que ce qui est réellement à visiter, même si vous pouvez y trouver quelques musées, c'est la ville haute, la vieille ville, celle qui est encore entourée de remparts. C'était pour moi mon gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré Bergame, j'ai trouvé que cette ville avait une super bonne ambiance. On était plus ou moins encore en saison haute et je trouve que l'ambiance était vraiment super agréable, il y avait plein de petites boutiques, il y avait plein de petits restaurants, vous pouvez manger également sur le pouce. Son Duomo, les églises étaient très jolies. Alors après je sais que c'est pas forcément des choses qui plaisent à tout le monde, mais moi je trouve que ça vaut quand même le coup d'être visité, surtout qu'en plus l'accès au Duomo est totalement gratuit, donc ça serait dommage de le rater. Vous avez également le théâtre, vous avez la forteresse, vous pouvez y monter en funiculaire. Attention cependant pour les transports en commun en Italie, je ne l'ai pas précisé mais je le précise maintenant. Vous pouvez payer par carte, Visa, Maestro, tout ce que vous voulez, donc pas besoin d'acheter de tickets à l'avance et ça c'est cool. Par contre, les chiens ne peuvent pas rentrer dans les transports en commun, que ce soit bus, train, tram, funiculaire, sans avoir une muselière. Donc prévoyez à l'avance. Nous on a acheté une muselière sur place parce que dans les guichets en fait où ils font les tickets de funiculaire, les tickets de bateau et tout ce qui s'ensuit, à chaque fois ils vendent également les muselières parce qu'ils savent qu'il y a plein de touristes qui n'ont pas de muselière pour leur chien. Ça coûte pas extrêmement cher, ça coûte 3-4 € il me semble, mais c'est obligatoire, donc vérifiez que votre chien est assez ok avec ce genre de choses. Victor est facile à vivre donc j'ai pas eu de problème, mais je sais que c'est pas toujours très agréable pour tous les chiens. Donc vous êtes prévenus. Concernant notre logement, parce qu'à chaque fois je donne les adresses de mes logements, honnêtement c'est pareil, ça a été un énorme coup de cœur. La chambre était spacieuse, de toute façon toutes les chambres sont spacieuses. On a eu une visite entière de
l'endroit par les propriétaires qui étaient absolument charmants, ils étaient vraiment adorables. C'était bien équipé, c'était grand, c'était neuf, c'était propre, la piscine était vraiment super, l'orientation était vraiment super, le lieu, on était vraiment genre, tout au-dessus de la colline, on avait une superbe vue. Bref, c'est simple, je retourne au lac de Caume, je retourne exactement au même endroit, je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a ailleurs, j'ai adoré l'endroit, j'ai adoré les gens, les chiens étaient les bienvenus et autant vous dire que Victor a été traité comme un prince. Ils font restaurant en fait le week-end et quelques jours de la semaine et à chaque fois qu'on y était, Victor avait droit à son dessert, avait droit à son morceau de steak et on ne demandait jamais rien, c'est-à-dire que les gens arrivaient et nourrissaient mon chien tel un roi, tel le prince qu'il est actuellement. Le déjeuner était ultra copieux. Après qu'on avait mangé le déjeuner, c'est simple, en fait on mangeait plus jusqu'au soir et ils étaient délicieux. J'ai appris aussi le concept du dessert de petit déjeuner, je savais pas que c'était un concept mais j'adore le principe. J'ai été absolument ravie en fait de mon séjour, donc oui, ce n'est pas au lac de Caume même, c'est-à-dire que c'est à 30 minutes de l'Écho. Le prix pour la qualité du séjour qu'on a passé était imbattable. Si vous voulez loger plutôt sur les villages côtiers du lac de Caume, privilégiez l'air de rien des villages qui sont moins touristiques. Ne logez pas à Caume, ne logez pas à Bellagio et tout ce qui s'ensuit parce que c'est les villages qui sont les plus populaires et donc forcément les plus chers. Alors que si vous prenez le train ou le bus pour aller dans les petits villages à côté, en fait vous pouvez trouver des logements qui sont beaucoup plus accessibles au niveau des prix. Attention cependant, il faudra réserver bien à l'avance, surtout si vous êtes en saison haute parce qu'encore une fois c'est très touristique. Si vous allez du côté du lac d'Iseo, n'hésitez pas non plus à passer une nuit sur l'île de Monte Isola. Vous ne pouvez pas y accéder avec une voiture, vous êtes obligé de prendre le bateau et laisser votre voiture sur les villes de la côte. Mais Monte Isola, j'ai trouvé ça absolument charmant et il paraît que c'est encore plus charmant le soir en haute saison. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et peut-être une nuit sur Monte Isola. Et ensuite, dernier point, le budget. Pour l'hébergement, on a payé 993 € pour 8 nuits pour nous deux et on n'a pas eu de supplément à payer ni pour le chien ni pour le petit déjeuner, je trouve ça important de préciser. Pour les transports, c'est-à-dire le prix des navettes en bateau si on en a pris, mais également tout ce qui est autoroute, parce qu'en Italie il faut payer les autoroutes, on est à 543 € pour 2 personnes et bien évidemment ça comprend notre essence. Pour les activités, on est à 380 € pour 2 personnes. Bon, bien évidemment, ça comprend le bateau et la visite de la Villa Carlotta, plus la visite des gorges de Bellano. Pour les restaurants, on est à 320 € pour 2, sachant que généralement, on mangeait pas le midi parce que on mangeait tellement bien en fait au petit déjeuner qu'on n'avait pas forcément faim à midi, donc on mangeait, j'ai envie de dire, une petite pâtisserie, une glace une fois à 4 h arrivée, et puis ensuite on mangeait le soir au restaurant. Et on n'est pas du genre à prendre des entrées, plats, desserts. J'ajoute à ce budget alimentation, cela dit, 58 € parce qu'il y a aussi des moments où on a tout simplement été faire des courses pour manger le soir, donc on avait tout simplement pris des plateaux de fromage et des plateaux de charcuterie qu'on mangeait avec de la baguette à l'hôtel. Donc techniquement, budget alimentation, tout ensemble, on est à 378 € pour 2 personnes. Et ensuite, on est à 14 € de souvenirs, ce qui nous donne un total de 2307,60 € exactement, vu que l'application ne m'arrondit pas les prix. Je pense que c'est un budget qui reste plus ou moins correct parce que en soi, certes, on n'a pas fait toutes les villas, mais on a quand même fait l'activité en bateau qui représente un peu la majorité du budget. Au niveau des restaurants, je pense que comme moi, il y a beaucoup de gens qui pourront, s'ils ont un petit budget, privilégier des restaurants plus petits, moins touristiques, ou tout simplement d'aller chercher des plateaux de charcuterie et de fromage en supermarché parce que c'est tout aussi agréable. Et pour les hôtels, je pense qu'il est possible de trouver des hôtels qui peut-être coûtent un petit peu moins cher à la semaine par personne, mais étant donné que nous on a un chien et que tous les hôtels n'acceptent pas les chiens, c'est vrai qu'au niveau du logement on est parfois vachement limité et on est un petit peu plus contraint au niveau des prix. Cela dit, je trouve que l'hôtel dans lequel on était vachement bien et que niveau qualité-prix, il n'y a absolument rien à redire. Il sera donc tout à fait possible de faire moins au niveau du budget, comme il est tout à fait possible de faire plus, parce que bien évidemment ça dépendra de votre standing d'hôtel, de si vous souhaitez faire plus d'activités, peut-être une activité bateau plus chère, bref, vous avez compris. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me l'écrire sur Instagram et je serai ravie d'y répondre.